Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Avez-vous compris la stéatose hépatique et nutrition fonctionnelle? On a parlé des incontournables la dernière fois, mais l'objectif de notre formation sur la stéatose hépatique, c'est pour vous parler des incontournables, de ce qu'il faut absolument savoir. C'est aussi de vous dire que si vous n'avez pas une connaissance sur le foie, sur la fonction, sur la circulation, sur l'irrigation, n'essayez pas d'intervenir avec un patient qui a de la stéatose hépatique parce que vous allez faire plus mal que du bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de discuter avec vous sur cette question de stéatose hépatique. L'objectif, ça serait de la compréhension du tableau clinique de la stéatose avec le regard de la nutrition fonctionnelle. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Vem comigo. On va passer à notre révision. On commence par cette petite chose qui est la circulation du sang au niveau du foie, que je vous avais dit qu'il y a 3 tuyaux. Et je voudrais revenir à ça parce que peut-être ce n'était pas trop clair. Donc ici, on a l'artère hépatique en rouge. C'est elle qui va recevoir le sang oxygéné qui vient du tronc cœliaque de notre corps, n'est-ce pas? La veine porte qui prend tous les nutriments qui viennent de notre tractus gastro-intestinal. On dirait que c'est d'une importance tout simplement capitale pour le corps. On a ici notre vésicule biliaire avec ici notre canal de cholédoque. Ce canal de cholédoque est l'union de 2 autres canaux que je vais vous montrer tout à l'heure. Et la veine hépatique qui va partir de notre foie. Et je vais vous faire tout le trajet parce que la dernière fois, j'avais dit oreillette droite et après je dis aorte. Vous vous rappelez de ça? Et donc, je pense qu'il y a des gens qui ont raté un morceau du voyage. Donc, je vais répéter ici et ça sera maintenant. Donc, si vous voulez faire un print, parce que j'ai même numéroté le voyage qui va faire là c'est mon foie, vous voyez, hein? Ici, hop, ici c'est le foie, ici c'est la veine hépatique. Qu'est-ce que cette veine hépatique va faire? Elle va s'unir à la veine cave inférieure, ok? De la veine cave inférieure, on sait bien que la veine cave inférieure qui va rentrer dans l'oreillette droite, du côté droit de notre cœur, elle va ici passer au ventricule droit. Ici, on a la valvule tricuspide, n'est-ce pas? Le ventricule droit qui va communiquer avec le poumon au travers de l'artère pulmonaire, en amenant, malgré cette artère, le sang veineux, n'est-ce pas? Parce que ça sort de notre cœur. Là, on va faire les échanges gazeuses où on aura la veine pulmonaire oxygénée. Donc, l'histoire de mémoriser veine, c'est pas oxygéné et artère, c'est oxygéné. S'il vous plaît, ça c'est plus vieux que ma grand-mère. Donc, on sait qu'ici, tout ce qui arrive au cœur, là, ça va arriver au cœur par la veine porte. Donc, la veine porte arrive avec le sang oxygéné. Oreillette gauche, ventricule gauche, ici on a une valve, et du ventricule gauche, on va gagner la circulation générale, qui c'est l'aorte, tac, 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 aorte, là, tac, 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 et qui on aura finalement d'autres artères, artères intestinales, etc. Donc, je voudrais quand même éclaircir ça, et c'est d'ici aussi, n'est-ce pas, qui va amener le sang oxygéné pour l'artère hépatique. Mais comme je vous avais dit, ça, on appelle la partie endogène du foie. Pourquoi? Parce que je parle de circulation sanguine.
Mais le foie, ce foie-là que vous regardez, il a aussi une partie exocrine du foie. Voilà la partie exocrine du foie. Voilà. Pour être bien clair, ça on appelle la partie exocrine. La dernière fois, j'avais parlé du canal hépatique gauche, du canal hépatique droit. Il y a aussi un canal paramédien et qui va donner les îles hépatiques, qu'on a le canal hépatique commun. Parce que là, ce canal, il y a le canal hépatique intrinsèque qui est dans le foie et une partie extrinsèque qui est en dehors du foie. Où on va unir ce canal hépatique. Pourquoi commun? Parce que c'est le droit avec le gauche. Ce canal hépatique va s'unir au canal cystique qui fait connexion avec notre vésicule biliaire. Et à partir du mariage du canal hépatique avec le canal cystique, on va arriver à notre canal cholédoque. Ici, vous avez le pancréas. Ici, vous avez le canal de Wirsung, qui est le canal principal. N'oubliez pas qu'il y a un autre canal ici, c'est le canal de Santorini, qui est un canal accessoire, mais qui fait partie aussi du pancréas. Vous savez que le pancréas, comme notre foie, a aussi une glande exocrine et endocrine. Donc, cette partie-là que je suis en train de vous expliquer, c'est la partie exocrine. Pourquoi? Parce que ça ne va pas verser dans le sang, ça va verser dans le duodénum au travers d'un sphincter qui c'est une structure musculaire lisse, contrôlée par des hormones comme la cholécystokinine, qui va situer à l'entrée du duodénum, qui est le débouché du canal de cholédoque qui conduit la bile et du canal de Wirsung qui conduit le suc pancréatique, qu'il y aura tous nos enzymes pancréatiques qui vont faire partie de la digestion. Et on a ici, là, comme son nom indique, l'ampoule ou la papille de Vater, qui est une minuscule ampoule située là au niveau du duodénum, qui est le point de convergence de ce canal biliaire et pancréatique. OK? Je pense que là, c'est hyper clair. Donc, quand on parle de foie, on parle de veine hépatique, artère hépatique et ce canal hépatique commun là, où on va avoir des problèmes d'ictère, où on va avoir problèmes de bilirubine. Il y a pas mal de problèmes, oblitération de ce canal, soit intrahépatique, soit extrahépatique, ictéris du bébé, tout ça c'est de ce sujet-là. Mais notre sujet, c'est la stéatose hépatique. Donc, la stéatose hépatique, que je vais faire aussi une petite récap pour vous. Parce qu'on avait vu ça la dernière fois. Si vous n'étiez pas là, regardez la partie 1 de cette série de 19-29. Donc, on fait notre révision. Notre révision est le NAFLD, qui c'est le NAFLD. Il y a NAFLD, hein, qui est notre première étape de l'estéatose. On va passer après, ça c'est les couleurs, observer les couleurs, observer les tissus, observer tout ce qui peut se passer. Ça, ce sont des pourcentages qui un peut devenir l'autre. Bon, je ne sais pas si ça c'est extrêmement important. Là, on a le cancer, cancer sans cirrhose, cancer avec cirrhose. En gros, c'est quoi? On va commencer notre foie. Pour une question de 90% de mode de vie, il y a aussi qu'on va étudier la prochaine fois tout ce qui est SNPs, tout ce qui est altération au niveau génétique, qu'aujourd'hui on peut mesurer. Donc ici, on a la différence du NAFLD avec le NASH, c'est que un, on a une stéatose et l'autre, on a une stéatose associée à un processus inflammatoire. Et on va voir qu'il y a un processus de fibrose
des cirrhoses et qui, à un moment donné, il n'est plus réversible en amenant à la mort ou à un transplant du foie du patient. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, vous voyez qu'il y a quand même le mot foie gras, qui touche plus d'un quart de la population mondiale, est devenu la principale cause de cirrhose dans les pays occidentaux développés. Et le NASH, qui est stéatohépatite, donc processus inflammatoire, forme active de la NAFLD. Là, on commence à compliquer les choses, n'est-ce pas? Quand on passe à avoir vraiment un processus inflammatoire qui peut devenir, au fur et à mesure du temps, une fibrose de ce foie qui va me donner une cirrhose, qui peut me donner un carcinome hépatocellulaire. Et là, c'est vraiment triste. Mais tout ce processus-là, depuis le début, il a des maladies extra-hépatiques qui ont un lien avec tout ça, qui peut causer, qui peut devenir. C'est un monde de deux côtés. Quelles sont les maladies extra-hépatiques qu'on peut avoir? Maladie rénale chronique, maladie cardiovasculaire, diabète, tout ça peut entraîner mon stéatose hépatique parce que j'aurai, si vous voyez, diabète, maladie rénale chronique aussi, hein, et cardiovasculaire, on parle de beaucoup, c'est pas toujours qu'il y a du surpoids, mais normalement du surpoids, on parle d'obésité, on parle de syndrome métabolique, on parle de insulinorésistance, on parle de SIOPK, tout est lié. C'est pour ça que connaître les maladies, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est de connaître tous les processus physiologiques qui vont amener à cette maladie. Et là, on va étudier la physiopathologie. À quoi sert d'étudier la physiopathologie si vous ne connaissez pas la physiologie? On est bien d'accord? Il faut comprendre que soit NAFLD, soit NASH, il y a des causes communes pour nous dans la nutrition fonctionnelle. C'est ça qui est important. La stéatose pure, sans hépatite, c'est NAFLD. La stéatose avec hépatite, c'est NASH. Soit NAFLD, soit NASH, elles ont des causes communes et sont regroupées sous le terme maladie du foie stéatosique. Et c'est là que normalement les gens mélangent tout. Parce qu'ils écoutent maladie stéatose, ils mélangent parfois NAFLD avec NASH. Un, c'est la stéatose. L'autre, c'est la stéatose associée à l'inflammation. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est la maladie de la nutrition fonctionnelle qu'on peut faire. Les causes essentiellement sont nutritionnelles et environnementales. Les causes sont essentiellement nutritionnelles et environnementales. Donc, il y a tout à voir avec nous. Et je vais vous dire maintenant comment se passe une consultation au niveau d'un patient ou d'un client en nutrition fonctionnelle. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer comment je travaille, Elisa, avec un patient qui va arriver dans mon cabinet et on va, parce qu'aujourd'hui, comme je vais montrer tout ce qui est question inflammatoire, bilan de détection de l'inflammation, je vais mettre ça dans le contexte de mon client ou de mon patient. D'accord? Allez, ici, j'ai l'arbre. On est en train de parler là de hépatologie, de gastro-entérologie. Tout ça, c'est du foie. Et du médecin, du médecin généraliste. Nous, on est là. Et combien de fois j'ai pu intervenir parce que le patient a passé par cette case-là et je ne sais pas vous expliquer pourquoi, ils n'ont pas détecté la maladie de l'estéatose. Et j'ai renvoyé ce patient et là, ils ont détecté. Je vais vous montrer, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer des choses que vous pouvez
sans examen compliqué, savoir si votre patient a une stéatose ou pas. Restez là. Vous allez voir. C'est top niveau. Donc, ce flou clinique, il fonctionne comment? Avant, ça veut dire flou clinique. Comment est le flux de mon cabinet? Première chose, avant la consultation, j'envoie un questionnaire en nutrition fonctionnelle que j'appelle QINF, avec signes, symptômes, l'âge, quel est le souhait du patient, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce que... Tout est un questionnaire que j'envoie aux patients que je n'ai jamais vu dans ma vie. OK? Après, on va passer à la première consultation. La première consultation, on va construire notre timeline, qui est la ligne du temps de notre client. Là, c'est le moment de détecter la situation actuelle du patient. Je vais donner plus de lumière à ce que le patient m'avait dit en termes de signes et symptômes, que j'ai déjà dans mes mains, là, devant mes yeux. Je vais discuter avec le patient. Je vais créer une alliance thérapeutique avec ce patient. C'est l'objectif majeur de cette première consultation, où je vais détecter les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs, les signes et symptômes, et là que je vais demander des examens complémentaires. Soit je vais demander au patient de m'apporter ces examens, pas pour la prochaine fois, il m'envoie ces examens. Soit je vais lui demander de faire quelques examens nutritionnels. Ça dépend, d'accord? Mais nous, aujourd'hui, dans notre stéatose hépatique, nous sommes là dans la demande des examens complémentaires, ok? Mais Elisa, moi, je suis coach sportif. Je ne vais pas demander, il n'y a pas de problème. Mais il y a le moment de demander, est-ce que vous avez déjà un rapport? Est-ce que vous avez quelque chose que je puisse lire? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment c'est merveilleux cette nutrition fonctionnelle où vous allez apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est une stéatose hépatique, vraiment, et pouvoir intervenir, chacun dans son domaine. Alors, matrice, une fois que j'ai fait cette première consultation, je vais mettre ce patient loin de lui. Ce n'est pas la deuxième consultation, hein. Je vais le mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, où je vais sortir avec un diagnostic nutritionnel et une proposition de traitement. Et je vais discuter avec le patient, il y a l'enquête alimentaire, et je vais lui proposer une alimentation adéquate pour lui. Ce n'est pas une alimentation équilibrée. Ça n'existe pas, ce nom équilibré. C'est une alimentation qui va avec ce qu'il a présenté mon patient. Parce qu'une alimentation équilibrée, elle peut être... Qu'est-ce que ça veut dire ça, équilibré? Ça ne veut rien dire. Il faut une alimentation qui soit adéquate avec votre client, votre patient. Et là, cette alimentation-là sera équilibrée pour lui pendant un moment. Parce que les gens changent aussi, vous voyez? On n'a pas une alimentation pour toujours. OK? Et là, on va passer après à notre quatrième phase, qui est le deuxième moment avec le patient. Soit face-to-face, soit il est dans mon cabinet, soit n'importe, même dans la première consultation, il est par Internet parce qu'on n'a pas besoin de toucher le patient. Nous, en tant que nutrition fonctionnelle, si vous êtes ostéopathe, etc., là, vous avez le besoin de toucher le patient. Nous, on n'a pas. Nous, exclusivement nutrition fonctionnelle. Même les médecins travaillent comme ça. La première consultation, ils peuvent voir le patient ou ils peuvent voir le patient après. On peut faire aussi, les ostéopathes, je vous propose de faire un mix pour augmenter le nombre de contacts avec votre clientèle. La même chose, les chiropracteurs. La même chose, le dentiste. Ça, c'est une façon complètement différente de regarder les choses. Ne soyez pas une autruche, pensez à la possibilité. Si vous êtes pharmacien, par exemple, vous avez cette possibilité. Faut pas que Pourquoi? Parce que là, vous allez un entendu de patient beaucoup plus important.
OK? Donc, vous êtes un professionnel en nutrition fonctionnelle. Et vous pouvez travailler comme ça. Et dans ma deuxième consultation, je vais présenter à mon patient la roue de sa transformation, qui aura ce diagnostic et ce traitement. D'accord? Où je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire roue de la transformation pour le patient dans son contexte à lui. Et cinquième moment, la troisième consultation qui est le quiff de maintenance. Je vous avais dit qu'il y avait un questionnaire en nutrition fonctionnelle. La troisième consultation, une fois que j'ai proposé déjà un traitement, on va voir le retour d'expérience du patient. Mais avant de voir le patient, je l'envoie aussi une autre, c'est pas le même du premier évidemment, mais pouvoir prendre la température. Si le travail que j'avais fait a eu le fruit, a eu de modifications, de changements importants. Parce que c'est pour ça qu'on est là. À partir du pourquoi et du comment, mon patient est venu. Et sixième phase, c'est l'accompagnement du patient en nutrition fonctionnelle qui, notre objectif, c'est de nous faire que le patient, avant de prendre un médicament, avant de commencer à se médicaliser, il a de fréquences qui va venir chez moi. Ça peut être 2 fois par an, ça peut être 3 fois par an, ça peut être 1 fois par an. Ça va dépendre de l'âge, de la vitalité positive du patient, de la problématique de chaque personne. Ça, c'est mon travail. Je vous donne absolument tout. Je vous explique comment je travaille. C'est exactement comme ça aujourd'hui. Et ça fait un moment que je travaille comme ça. Évidemment, tout ça, je modifie, j'améliore. Presque tout le mois, j'améliore. J'améliore ma façon, j'améliore. On est toujours dans la vision d'amélioration. 1% d'amélioration à chaque fois. À la fin de l'année, vous aurez un monde d'amélioration. Et c'est ça que je crois, moi. Alors, on va parler aujourd'hui de cette demande des examens complémentaires. Et je vais commencer par 2 enzymes qu'on va demander, on va analyser si le patient, un patient avec stéatose hépatique, normalement, il devrait venir en vous disant qu'il a une stéatose hépatique. Donc, il a ce type d'examen, qui est la alanine aminotransférase et l'aspartate aminotransférase. Ce sont 2 enzymes que elle a d'autres noms parce qu'elles sont métabolisées d'une façon que l'alanine, par exemple, elle est glutamate pyruvate transaminase. Je vais vous expliquer dans quelques secondes après. Et l'aspartate, elle est glutamate aussi, sauf que est oxalocétate, TGO. Donc, aspartate, ASAT, c'est la TGO. Donc, aspartate est avec oxalocétate. Et la lanine, elle est avec pyruvate. OK? TGP. On peut trouver ces 2 noms. D'ailleurs, on peut trouver plusieurs noms. ALAT sans le A, ASAT sans le A. Mais qu'est-ce qui est important de savoir de cette chose-là? C'est ça qu'on va analyser calmement. Vous voyez dans votre bilan hépatique, il y a toujours ce ALAT et cet ASAT que personne ne sait quoi faire avec cette histoire-là. Et on va parler aussi du gamma-GT, bientôt. Alors l'ASAT, ce qui est important, vous voyez pourquoi j'ai mis L en rouge? Parce que pour votre facilité de mémorisation, L, ça veut dire liver, qui ça veut dire foie. L'ASAT, elle n'a pas de L. On est d'accord? Donc, elle existe dans tous les tissus du corps, en particulier le cœur. Elle existe dans le foie. Je vais répéter tout ça après d'une façon encore mieux. Ça, c'est pour vous présenter le transaminase. Transaminase, on parle d'amine là, vous voyez? Alors, ASAT existe dans tous les tissus. Cœur, foie, muscles squelettiques, reins, cerveau, pancréas, leucocytes, les globules rouges. Elle est partout, cette ASAT.
Donc, vous êtes d'accord qu'une analyse de cet ASAT, elle n'est pas du tout spécifique. Non. Parce que si elle est dans le cœur, dans le foie, dans les muscles squelettiques, dans le rein, partout, donc il va falloir une combinaison d'autres éléments de notre bilan pour avoir une conclusion de quelque chose avec les signes et symptômes. D'ailleurs, ça, c'est le travail de médecin quand ils font un diagnostic, n'est-ce pas? Alors, ALAT, comme je vous ai dit, ALAT, il y a le L de liver, est présente principalement dans le foie. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour que vous ne mélangez pas ALAT, qui c'est l'alanine, et aspartate, qui est l'ASAT. Alors, ALAT, qui a ce L rouge, rappelez-vous pour le reste de votre vie. L, c'est liver. Quand on a un problème avec ALAT, on pense déjà, tac, au foie. Et il y a une petite quantité dans les reins, le cœur. Donc, vous avez compris que quand on va avoir un problème du foie, vraiment, l'ALAT sera supérieure à ASAT. Je suis sûre que je vous aide. Je suis sûre. Pour ceux qui travaillent avec ça, je suis sûre. Alors, l'histoire, c'est que ces enzymes, regardez bien, elles sont libérées dans le sang en grande quantité lorsqu'il y a de dommages à la membrane hépatocytaire. Attention! ALAT, c'est spécifique du foie. Quand j'ai ALAT et ASAT, on est dans cette configuration-là. Ce qui va engendrer une perméabilité, une perte de fonction du foie. La conclusion est que ALAT et ASAT sont le hausse de ces aminotransférases, ça veut dire en présence inflammatoire. Ça peut être une infection virale, ça peut être une hépatite, ça peut être une stéatohépatite, NASH. Ça peut être une hépatite médicamenteuse par corticoïdes. Mais vous savez déjà, ce n'est pas à vous de faire des diagnostics, évidemment. Mais vous avez tous les droits de réfléchir dans votre tête ce qui se passe. Est-ce que tout le monde a compris que quand on a ALAT et ASAT, os de ALAT et de ASAT, on est devant, on va faire face à un processus inflammatoire. Infection virale, stéatohépatite, NASH, hépatite médicamenteuse par corticoïdes. OK? Super. Alors, la nécrose elle-même n'est pas nécessaire et il existe une faible corrélation entre les lésions, le degré de la lésion hépatocellulaire et le niveau d'aminotransférase. Attention, ce n'est pas parce que vous avez un ASAT ou un ALAT très haut que votre état de dégâts de votre foie va avec le chiffre. Parfois, on peut avoir en bas une altération pas hyper importante et un dégât très important. Normalement, quand on a une CRP très haute, on sait qu'on a une inflammation très haute. Ce n'est pas le cas. ASAT et ALAT ne sont pas, la concentration n'est pas une référence pour dire l'état du foie. Parce que on peut avoir au niveau de la SAT là, une lésion du myocarde. D'accord? Donc, vous comprenez bien que c'est pas parce que ALAT, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait avec ma propre main un tableau parce que je n'ai pas trouvé un tableau pour vous donner et donc j'ai fait mon propre tableau. Alors, quand on parle d'ASAT et ALAT, on parle de toxicité. Donc, on parle de bilan cytotoxique. ALAT, alanine aminotransférase. Le L, c'est pour vous rappeler que c'est presque une spécificité du foie. ASAT, aspartate aminotransférase. Tout va bien.
ça veut dire la présence d'une inflammation hépatique. OK? Inflammation hépatique. On va maintenant regarder calmement cette ASAT. Baisse et spécificité pour le foie. D'ailleurs, elle est présente au niveau du muscle strié général, plus, au niveau du cœur, plus, de rein, du cerveau et du pancréas. Donc, vous voyez bien que quand vous voyez une altération, après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, la hausse, la baisse de choses. Mais que vous avez une altération ASAT qui s'appelle aussi TGO. Pourquoi? Glutamate, oxalocétate, transaminase. OK? Glutamate, c'est à cause du oxalocétate là, le O. Glutamate, oxalocétate, transaminase. Et le TGP, glutamate, pyruvate, transaminase. OK? Donc, baisse de spécificité. Hépatocyte périportale. Qu'est-ce que je vais dire par là? Que ces enzymes, elles sont plutôt au niveau des hépatocytes qui sont à côté du système porte. Je vous ai montré la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous ai montré la question du synoïde, la question de où sont les macrophages, cellules de Kupfer, les cellules endothéliales, les cellules hépatocytes, et il y a plusieurs types d'hépatocytes. L'hépatocyte, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Celles qui vont avoir la libération de ASAT, elles sont plutôt périportales. Augmente si lésion hépatique récente. Donc, quand on a une augmentation d'ASAT, on peut penser à une lésion hépatique récente. La baisse d'ASAT, on va mettre un point d'interrogation parce que comme elle est présente partout, c'est rare la baisse d'ASAT. Il y a un moment qu'on peut avoir la baisse parce que le foie est déjà totalement endommagé. Ça, c'est une option. OK? Donc, on va parler plutôt pour l'instant de la hausse. Et qu'est-ce qu'on va parler de ALAT? ALAT, liver. On parle de glutamate, pyruvate, transaminase. Haute spécificité pour le foie, mais on peut trouver en petite quantité le rein, le cœur aussi. Augmente ces lésions hépatiques récentes. Tous les deux, ALAT et ASAT, vont augmenter ces lésions hépatiques récentes. Et la baisse, c'est pareil. OK? C'est la même situation de ASAT. OK? Tout va bien. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par cette question de la baisse? ALAT et ASAT, quand ils sont en baisse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation. Rien d'autre. Mais je ne sais pas si mon foie, il va bien ou pas. Je répète. Quand les deux ALAT et ASAT sont à un niveau très bas, OK? Ça ne signifie ni qu'il est bon, ni qu'il est mauvais. Parce que je ne sais pas si mon foie, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a plus d'inflammation. OK? Mais il n'y a pas d'inflammation. Mais on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Parce que mauvais, l'état du foie est un désastre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à endommager. Vous comprenez? Vous comprenez cette situation quand ALAT et ASAT sont bas? Donc, on va comparer ça à la fumée pour que vous mettez ça dans votre tête. Quand vous regardez une fumée, là, vous pouvez poser deux questions. Première question, on a commencé à brûler toutes les maisons qui sont là, ou il n'y a plus de maisons à brûler, tout est brûlé. Donc, on ne sait pas si là, c'est l'action du pompier qui a fini de brûler cette maison, qui a
qui a éteint les feux, ou pire, il n'a plus rien brûlé, tout est brûlé. La même chose quand Asat et Alat sont bas. Ça veut dire absence inflammatoire. Pourquoi? Parce que soit on a guéri d'un processus inflammatoire, soit il n'y a plus rien à inflammer. L'état est dans un le foie est dans un état catastrophique. Presque la mort du foie, presque. La mort du foie et peut-être même de l'individu. Il n'y a plus rien à faire. OK? Donc, quand les choses sont basses, les gens ont une tendance de dire « Ah, c'est bien, c'est bas. » C'est pas ça. Quand c'est bas, la baisse ne signifie pas ni bon, ni mauvais. Mais ça peut être très mauvais. J'espère que ça soit clair pour vous. Tout ce que je vous présente là, c'est à l'égard de la médecine classique. Je dis rien de nouveauté. Ça, un médecin connaît ça par cœur. Ou au moins, il devrait connaître par cœur. OK? Mais quel est le regard de la nutrition fonctionnelle? La nutrition fonctionnelle, elle ne va pas travailler exactement comme ça. Les valeurs qui sont les valeurs dites de fourchette de la médecine allopathique, ce n'est pas la même pour nous. C'est pour ça que je n'ai pas montré les chiffres. Parce que maintenant, je vais vous montrer après le chiffre que pour nous, de la nutrition fonctionnelle, il va falloir considérer. OK? Pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, répétition, rien de nouveau. L'alat, alanine, aminotransférase, asat, aspartate, aminotransférase. Parfois, pas d'altération. Ça, c'est vision de la nutrition fonctionnelle et même des médecins. Mais bon, alat ni asat ne sont pas altérés. Ne sont pas altérés. Je n'ai pas dit qu'ils sont bas, ils sont normales. Mais il y a la présence des stéatoses. Attendez. Jean-Pierre, vous avez raté notre explication, Jean-Pierre. NAFLD, c'est quoi? C'est sans inflammation. Si je suis en train de dire que ça, c'est un marqueur inflammatoire, on n'aura pas altération des alat et asat. Et on a les stéatoses. Jean-Pierre a répondu ma question sans savoir. Exactement. Quand on n'a pas la présence inflammatoire, c'est parce qu'on a le NAFLD. On peut avoir une stéatose sans présence inflammatoire. C'est exactement ça que je voudrais montrer, Jean-Pierre. OK? Quand vous n'avez pas altération ni d'alat ni d'asat, mais vous avez d'autres marqueurs, attendez, d'autres marqueurs, vous avez une CRP, vous avez des triglycérides. Oh, il y a quelques signes qui vont montrer la présence de stéatose. Vous avez résistance à l'insuline, vous avez tout ça. OK? Alors, pourquoi l'histoire du oxalocétate? Pourquoi on appelle le ASAT TGO? Les enzymes qui catalysent le transfert du groupe amine pour former les métabolites pyruvate et oxalocétate. Ces enzymes-là, ASAT, elles vont faire un transfert d'amine et elles vont avoir comme métabolite, comme conclusion de cette réaction, pyruvate et oxalocétate. En tant que la late va avoir pyruvate essentiellement comme métabolite. Lésion hépatocellulaire. Attention, quand on a une lésion hépatocellulaire, normalement, la late est 8 fois plus que la normalité. OK? 8 fois les limites supérieures de la normalité.
Pourquoi alat? Parce que alat a une spécificité sur le foie. Et donc, on ne va pas tout de suite penser à foie si c'est que asat. Si alat, ça va, c'est pas très haut, eh ben, on va pas penser à ça. Hein. D'accord? Si on a, par exemple, un asat altéré, et là, comme je vous ai dit, ça peut être maladie alcoolique du foie, on a besoin du gamma-GT, hépatite B, hépatite C, tout ça, on a plutôt de choses dans le phase aiguë. Ça peut être phase chronique aussi. Mais hépatite A, hépatite B, hépatite C, tout ça sont des tableaux aigus. Surcharge en fer. Je peux avoir une hémochromatose. Diabète. Obésité abdominale. Altération de leptine et de l'insuline. Insuline là-haut. Myopathie. Maladie cœliaque. Maladie cœliaque. Altération. Vous voyez là déjà la liaison de notre intestin avec le foie. Activité physique intense, hyper important. Il va falloir faire de nouveau. Si le patient, il a fait musculation, crossfit, un jour avant la collecte du sang, et il a présenté un ASAT altéré, il va falloir du repos de ce patient et qu'il refasse. Combien de fois j'ai eu de cas cliniques comme ça, que le patient est allé chez les médecins, l'ASAT est très haut et le médecin a déjà commencé à faire des choses et c'était une personne qui faisait beaucoup d'activité physique. Donc, je lui ai demandé, demande à votre médecin de refaire avec votre corps en repos et l'ASAT. Une autre chose, utilisation de médicaments. Paracétamol augmente l'ASAT, ok? Notre dose de paracétamol, c'est aigu. Une personne qui prend paracétamol pendant 2 mois et 2 mois, on va avoir des problèmes, vous savez bien. Et là, je pense toujours au glutathion, qui est une façon d'améliorer les choses. Si et seulement si, cette personne diminue son inflammation et arrête de prendre le fameux paracétamol, qui dans des conditions aiguës ne doit pas dépasser non plus 4 grammes par jour. Hein. Mais, je vous répète, vous voyez que le regard de la nutrition fonctionnelle change. Donc, utilisation de médicaments. Une autre chose, je voudrais que vous notez ça dans votre front, s'il vous plaît. Utilisation de guarana en poudre. Guarana, vous savez, pour être énergétique et tout ça, altère ASAT. Altération d'ASAT. Notez ça quelque part. Guarana. Donc, quand vous voyez quel ASAT altéré, vous avez énormément de questions à se poser. Le patient, il est alcoolique. Il y a une maladie alcoolique du foie, hépatite B, hépatite C, hémochromatose. Évidemment, vous allez unir avec d'autres questions. Hémochromatose, il va avoir effectivement un pourcentage, un taux de transférine supérieur à 50%. Donc, il y aura d'autres éléments. Le diabète sucré, évidemment, il va avoir d'altération d'hémoglobine glyquée, il va avoir altération de l'index OMA, obésité abdominale, résistance à l'insuline. Tout ça, il faut prendre en compte si que ASAT est altéré. Mais on va voir ça calmement. De toute façon, pour notre problème, on a 2 situations. Là, on a ASAT supérieur à ALAT. Donc, ASAT est moins spécifique qu'ALAT, on est d'accord. Donc, on va avoir ici pas tout simplement un engagement que du foie. C'est plus généralisé. Ça va être aussi une lésion, s'il y a au niveau du foie, une lésion plus superficielle. OK? Quant à ça, parce que ce qui est spécifique du foie, c'est l'ALAT. Alors, quand l'ALAT il est supérieur à la SAT, alors là, ALAT liver, plus spécifique du foie.
plus grave, la lésion hépatique. Et si on a ASAT et ALAT, tous les deux O en plus, on peut avoir une lésion hépatique beaucoup plus profonde. Et si on a ALAT, on pense aussi à une lésion hépatique plus profonde. Donc, ce qu'il faut mettre dans la tête, ASAT, ça peut être plusieurs choses. ALAT, on commence à vraiment penser au foie. OK? Inflammation, on parle de NASH là. Mais, je répète, parfois, il n'y a pas d'altération parce que on est dans une stéatose non inflammatoire pour l'instant. Je vous ai dit le cheminement. On a à 1000% à cause du mode de vie et de l'alimentation de ce patient, sédentaire, beaucoup de produits industrialisés. On va voir tout ça. Il va basculer à une stéatose. Après, il peut basculer en NASH. Donc, la première étape, c'est effectivement une stéatose du type NALF. Et après, on va passer à NASH. Et après, on peut passer à cirrhose, cancer, etc. Le problème, c'est que ce premier moment, il est asymptomatique. Le moment du foie, OK, au foie stéatosique. C'est ça notre problème. Et c'est là qu'on va intervenir en train de faire un petit test scientifique et que s'il y a une altération, on va parler au médecin. Je vais vous montrer comment. Et si vous êtes médecin, vous pouvez faire tout de suite. Je vais vous donner un autre marqueur qu'on ne parle pas pour les stéatoses spécifiquement, mais elle est dedans, qui est notre albumine. L'albumine, elle est une des marqueurs le plus complexes qui existe parce que l'albumine, elle va transporter pas mal de molécules. Et cette albumine, elle est synthétisée dans le foie. Quand on a une faible concentration d'albumine, lésion hépatique chronique, c'est un bon marqueur. Et on a plusieurs médecins qui demandent comme ça l'albumine. Et qu'on peut lire dans notre bilan, ce n'est pas vous qui avez demandé ce bilan, mais vous pouvez penser à une lésion hépatique chronique. En revanche, une albumine normale, ça ne veut pas rien dire, parce qu'on peut avoir une lésion hépatique même aiguë. Vous voyez que tout est compliqué, ok? Alors, pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi parce qu'il faut comprendre le pourquoi, il ne faut pas mémoriser. Si vous mémorisez, vous oubliez. Élise, je vois albumine, vous me dites, quand l'albumine a baissé, on peut avoir une lésion hépatique chronique. C'est un bon marqueur. Mais quand l'albumine est normale, on a une lésion hépatique aiguë. Tout ça, c'est par rapport à la demi-vie de l'albumine. Et là, vous pouvez me demander qu'est-ce que c'est la demi-vie. Ça veut dire que cette valeur-là, qui reste le nombre de jours, ça veut dire que ce nombre de jours, on va dire, l'albumine, elle a une demi-vie de 20 jours. Ça veut dire qu'il y a 20 jours, on est à 50% d'albumine, de la vie de l'albumine. Vous comprenez qu'est-ce que c'est demi-vie? Donc, la demi-vie de l'albumine, oui, taux d'albuminémie, tout à fait. Donc, écoutez-moi, l'albumine, elle a une demi-vie de 20 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Elisa? Ça veut dire que à 20 jours, cette albumine, elle est à 50% de la moitié de son temps de vie. C'est pour ça que ça s'appelle demi de 50%. Et donc, on est d'accord que cette demi-vie, c'est-à-dire la durée de cette albumine, est longue. Est longue. Et donc, une albumine normale, c'est parce que peut-être on est encore dans la demi-vie. Et donc, on a une lésion hépatique aiguë et l'albumine ne va pas faire aucune altération parce qu'elle dure 20 jours pour changer. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Et ça, c'est que pour l'information parce que ici, ce n'est pas non plus la formation de la nutrition fonctionnelle qu'on propose au niveau de RT2,
c'est pour vous donner des pistes. On a aussi un problème, et même dans la RT2, il y a une spécialité qu'on va faire après, qui c'est étudier tout ce qui est bilan. Mais la PT, c'est le temps de prothrombine, qui est une mesure, effectivement, du temps de coagulation du plasma. Et ce temps de coagulation, quel est le rapport avec les enzymes du foie? C'est qu'elles demandent beaucoup d'enzymes qui sont produites au niveau du foie. Si le foie n'est pas bien, ne va pas bien, il y aura une altération du temps de prothrombine. Donc, le temps de prothrombine que vous pouvez avoir éventuellement dans un bilan, c'est un marqueur indirect. Parce que s'il y a une altération du temps de prothrombine, on peut penser que comme le temps de prothrombine, il est dépendant énormément des enzymes qui sont dans le foie, s'il y a une altération là, peut-être mon foie ne va pas bien. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais il faut déjà commencer à réfléchir. On a aussi PT, INR, bon, ça c'est un autre sujet. Allons-nous maintenant, tout dans la vision de la nutrition fonctionnelle, à la gamma-glutamyl transférase, la fameuse gamma-GT. Cette gamma-GT, je vous ai mis ici, grande concentration dans les tissus rénaux. Quand on dit gamma-GT, on pense tout de suite, tout le monde pense au foie. Mais elle a une importance dans le tissu rénal avec une signification clinique en particulier pour les maladies hépatobiliaires. Élévation en plus de 90% de cas. Ça veut dire que la gamma-GT, elle est en grande concentration au niveau rénal. Mais une altération de gamma-GT, évidemment, on peut penser au tissu rénal, mais une élévation de cette gamma-GT, 90% de cas, on a quelque chose avec hépatobiliaire. Hépatobiliaire. Je suis en train de parler de quoi? Vésicule biliaire. OK? Hépatobiliaire. Elle est située dans le réticulum endoplasmique des cellules épithéliales de voie biliaire. Cette gamma-GT. Aussi, au niveau rénal, est là. Alors, qui m'a demandé le chiffre? Gamma-GT, 6 à 20. Ça, c'est la nutrition fonctionnelle. Et là, j'ai une autre chose à vous dire. La nutrition fonctionnelle, la gamma-GT à nous, 6 à 28 UI, unités internationales par litre chez l'homme, 4 à 18 unités internationales par litre chez la femme. Mais, lorsque pour hommes et femmes, on a une gamma-GT supérieure à 16, 16 c'est le top, mais supérieure à 16, 29, 40, 28 même, on va dire que ce patient, sans faire le bilan du stress oxydatif, a un stress oxydatif. On va se dire que ce patient a plus d'oxydation que de capacité antioxydative. Un élément hyper important. Je ne parle pas de stéatose. Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez un bilan sanguin et ce bilan, votre patient, vous lisez la gamma-GT 28, gamma-GT 30, vous allez vous dire, oula, stress oxydatif. Et parfois, on fait le bilan du stress oxydatif et on ne trouve pas un résultat escompté. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une photo, un flash. Et même le bilan du stress oxydatif nutritionnel, il va prendre quelques éléments. Il va prendre acide urique, il va prendre la 8-déoxyguanosine, 8-déoxyguanosine, il va prendre qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le LDL oxydé, il va prendre la vitamine E, il va prendre la glutathione peroxydase,
il va prendre des enzymes qui sont spécifiques du stress oxydatif, mais il ne va pas tout prendre. OK? Il ne prend même pas la vitamine C, parce que mesurer la vitamine C, c'est compliqué. D'accord? Je ne sais pas du tout les normes pour les enfants. Je ne travaille pas avec les enfants. Il va falloir que vous regardez. Je ne sais pas. Je ne travaille pas avec la pédiatrie. Je suis désolée. Mais vous pouvez regarder. En sachant que le gamma GT16, c'est pour tout le monde, même pour les enfants. Et je voudrais dire une autre chose. Quand vous avez un enfant qui a de valeurs d'adulte, pour moi, il est un adulte. Vous ne traitez plus comme un enfant. S'il est en obésité, s'il a de la résistance insulinique, c'est plus un enfant. Vous comprenez? Voilà, Khaled, exactement. Mais je ne veux pas discuter INR ici, ok? Laisse tomber les INR. Donc, ça, c'est très important. Ici, je vous ai mis que pour vous donner, pardon, que pour vous mettre une photo, pour vous expliquer ici la vésicule biliaire avec la lithiase biliaire. On peut avoir ici une obstruction. Vous vous rappelez de ça? Je viens de vous expliquer. On a le canal cystique qui va s'unir au canal hépatique. Ici, c'est le canal de cholédoque. On peut avoir une obstruction. Et ici, on a le duodénum. On peut avoir l'obstruction ici de ce conduit biliaire intra ou extra-hépatique. Alors, je ne pouvais pas laisser de côté, parce que comme je suis dans le bilan au niveau du foie, il y a en termes de blocage du canal hépatique, je voudrais vous donner quand même une information, parce que tout vient avec un bilan hépatique. Je ne vais pas parler de tous les bilans hépatiques complets, mais il y a quelques éléments que je ne pouvais pas laisser de côté, comme la phosphatase alcaline. La phosphatase alcaline, quand elle est augmentée, attention, phosphatase alcaline a une faible spécificité, comme ASAT, pour les foies. Quels sont essentiellement, vous pouvez demander, Elisa, quels sont essentiellement l'explication pour une hausse de phosphatase alcaline? Soit vous avez une cholestase, stase, c'est l'arrêt, cholestase, ça veut dire canal de cholédoque, e un blocage du canal hépatique. Option numéro 1. Et j'ai mis en rouge parce que c'est notre sujet. Foie. 2. Il y a une augmentation de phosphatase alcaline pendant la grossesse. 3. Maladie osseuse du type maladie de Paget. Il y a aussi une augmentation de la phosphatase alcaline. On est d'accord? Parce que normalement, ce bilan vient tout avec gamma GT, ASAT, ALAT, phosphatase alcaline, et parfois vous ne savez pas comment gérer tout ça. Donc, phosphatase alcaline, évidemment, on n'est pas là pour faire des diagnostics, mais ça ne sert à rien que vous regardez les examens et vous ne savez pas analyser, interpréter, pas pour donner un diagnostic au patient, mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais vous dire les possibilités de hausse de gamma GT. La même cholestase, blocage du canal hépatique. Donc, normalement, le patient qui ont été soumis à une cholécystectomie, vous avez dans leur bilan cholestase, phosphatase alcaline et gamma GT. Une différence pour savoir si c'est cholestase ou pas, c'est que la phosphate, bon, si la personne elle est enceinte, vous savez tout de suite. Mais pour savoir maladie osseuse, c'est que la phosphatase alcaline, on a une augmentation de phosphatase alcaline pour la maladie osseuse, mais on n'a pas une augmentation de gamma GT pour la maladie de Paget. En revanche, vous savez bien que l'augmentation de gamma GT peut être excès d'alcool, qu'une fois que la personne arrête, le gamma GT baisse. Donc, quand vous voyez gamma GT et phosphatase alcaline haute, probablement origine hépatique. Maintenant, je vais vous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est mon tableau que j'ai construit
Parce que je ne trouvais pas un tableau comme ça. Donc, quand le patient a des maladies chroniques, parce que ce qui nous intéresse, nous, les professionnels de santé, c'est pas de faire un diagnostic, ni de maladies aiguës. Parce que les maladies aiguës, il va chez le médecin, il va à l'hôpital, je ne sais pas où il va. Nous intéresse d'intervenir dans les maladies chroniques, nutritionnellement parlant. Et ça, on va voir la prochaine fois, notre partie 3. Et on va voir aussi la question génétique. Enfin, vous avez énormément de choses à voir sur ce chapitre-là. Vem comigo. Donc, ici, nous avons ce tableau que j'ai construit en écrivant pour vous montrer comment je travaille. Ici, j'ai ALAT. Ici, j'ai ASAT. Le L toujours rouge pour me rappeler que c'est caractéristique du liver, du foie. ASAT, vous savez que c'est cœur, muscle, rein, plusieurs choses. Ici sont les antécédents. Là, j'ai écrit histoire pour ceux qui ne connaissent pas trop la nutrition fonctionnelle. Donc, on va voir ici le premier, notre NASH. Hystéatose hépatique, où on aurait alors altération de ALAT. Sauf que ALAT sera plus haut que ASAT. Ça, c'est dans quels antécédents? Patients qui ont triglycérides très hauts, triglycéridémie, obésité, syndrome métabolique. Si je dis syndrome métabolique, vous savez que c'est une étiquette qui va nous amener à des signes, 5 signes. Triglycéridémie supérieure à 1,50 g par litre. J'espère que je vais me rappeler de tout. Tour de taille pour les hommes supérieur à 94, pour les femmes supérieures à 88. Je parle là pas d'asiatique. Asiatique, c'est un peu plus bas. OK? Quoi d'autre? HDL, pour les hommes, normalement, un HDL, OK, c'est supérieur à 0,50. Pour les femmes, supérieur à 0,40. Je suis en train de vous dire tous les éléments du syndrome qui vont caractériser le syndrome métabolique. Si vous avez 3 de ça, on peut configurer, on peut donner l'hypothèse que la personne a un syndrome métabolique, et spécialement le tour de taille. Mais ce n'est pas toujours. Hein? Donc, je répète, j'avais dit triglycéridémie, j'avais dit HDL, j'avais dit tour de taille. Il me manque hypertension artérielle supérieure à 14 par 9. Et la glycémie supérieure à 1. OK? Tout ça va composer mon syndrome métabolique. Et donc, le diagnostic du NASH, il est fait par exclusion. Une fois qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, on peut avoir un NASH. Ici, c'est notre hydroxéthanol, c'est l'éthanol, l'alcool. Une personne alcoolique, elle peut avoir une altération, évidemment, du ALT, moins ALT inférieur à ALAT, pardon, inférieur à ASAT. Les Américains ne mettent pas le A, ALT ou ALAT, AST ou ASAT. OK? Donc, éthanol, parce que ce n'est pas vraiment un problème du foie en lui. Donc, histoire, c'est éthanol. C'est ça l'antécédent. Et on a aussi une altération, on peut avoir de gamma-GT. Là, déjà, un gamma-GT haut, ça veut dire que le mec, il boit vraiment. Diagnostic par exclusion aussi. Après, on a la hépatite auto-immune. Le nom, il dit déjà. Cette hépatite auto-immune, vous voyez le NASH, vous voyez l'hépatite auto-immune, on a le ALAT supérieur au ASAT. Mais, on n'est pas dans le diagnostic. Hein? Nous sommes en train d'étudier tout ça pour notre diagnostic nutritionnel. Donc là, on va voir de jeunes femmes, normalement, cette maladie auto-immune, elle va se faire présente pour 7 femmes par rapport à un mec. Et il y a un diagnostic qui est
l'anticorps anti-muscle lisse. Anticorps anti-muscle lisse, qui va effectivement configurer la présence de cette maladie auto-immune. Je pouvais passer 2 heures en train de vous parler de ça, mais ce n'est pas notre objectif. Mais je pense que ça va vous aider dans votre quotidien, beaucoup. Faites-moi confiance. Regardez. Alors, maladie chronique, NASH, alcool, hépatite auto-immune. On va parler de hémochromatose, maladie de Wilson et la fameuse alpha-1 antitrypsine. OK? Ici, bon, ça, vous pouvez voir, hein? ALT et ASAT. Ici sont les antécédents. Je parlais de jeunes femmes, 7 femmes pour un homme, anticorps anti-muscle lisse, exclusion, exclusion. OK. Alors, maintenant, on va à cette liste ici qui c'est l'hémochromatose. Qu'est-ce que c'est cette hémochromatose? Hémochromatose, déjà, elle arrive plutôt aux hommes qu'aux femmes. J'ai beaucoup de patients, malgré j'ai beaucoup de femmes, mais j'ai des patients hommes aussi, qui ont ce problème d'hémochromatose et parfois très mal accompagné. L'hémochromatose, pourquoi les femmes ont moins d'hémochromatose que les hommes? Parce que les femmes, elles ont des règles. Donc, l'hémochromatose, c'est rien d'autre qu'une accumulation de fer. Si les femmes, donc c'est pour ça que les hémochromatoses, elles vont aussi, les femmes qui sont déjà ménopausées, peuvent commencer à avoir ce problème. Et donc, c'est plutôt les hommes. On va avoir une saturation du fer supérieure à 55% normalement, parfois même 50%. Il y a une augmentation de la ferritine. Bon, il y a tout un cours sur l'hémochromatose, n'est-ce pas? Qui appelle hémochromatose, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, le diabète bronze. On appelle ça. Et que pour curiosité, c'est un problème au niveau du chromosome 6. En tant que la production d'insuline est au niveau du chromosome 11. Curiosité d'Elisa. Je ne sais pas pourquoi je garde ce type de choses. Mais bon, enfin. Donc, dans hémochromatose, on va avoir une altération légère de ASAT et de ALAT aussi. D'accord? Maladie de Wilson. On dit maladie de Wilson, on pense à cuivre. Il y a un anneau qui s'appelle anneau Kaiser-Fleischer. Au niveau de la pupille des yeux. Pourquoi? Parce que cette maladie sont des anneaux sombres qui semblent entourer l'iris de l'œil. Et elles sont dues à des dépôts de cuivre dans une partie de la cornée. Si on a des dépôts de cuivre, ça veut dire que la molécule qui va faire le transport du cuivre dans le sang va diminuer. Donc, on aura une diminution de la céruléoplasmine. Pourquoi on a une diminution de la céruléoplasmine? Parce que la céruléoplasmine, elle est responsable pour le cuivre. Et si on a un excès, un dépôt de cuivre au niveau de la région de la cornée, on aura une diminution de cette céruléoplasmine. Mais, je suis là pour vous dire ça, parce qu'on aura une augmentation de ALAT et de ASAT. Si vous regardez que ça, vous arrivez à rien du tout. Mais avec les signes et symptômes, et si votre patient arrive en disant « j'ai la maladie de Wilson », ça va faciliter énormément quand vous mettez votre patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Il y a aussi une diminution de la phosphatase alcaline. Vous vous rappelez, hein? Phosphatase alcaline, faible spécificité. Hausse de phosphatase, cholestase, grossesse, maladie osseuse comme Paget. Et là, je parle de baisse de phosphatase alcaline.
Et la alpha-1 antitrypsine. Là, quand on parle de alpha-1 antitrypsine, on pense au poumon. Mais elle est une enzyme du poumon qui est synthétisée au niveau du foie. Et donc, elle peut avoir une répercussion au niveau du foie. À quoi sert cette alpha-antitrypsine? Elle va protéger les tissus, cette molécule alpha-1 antitrypsine. Si elle est en déficit, elle ne va pas protéger notre corps elle ne va pas empêcher notre corps de l'action des enzymes inflammatoires. Exemple, elle empêche, si tout va bien, l'élastase. Elle contrôle l'élastase de casser les fibres d'élastine. Et si on parle d'élastine, on parle d'élasticité de qui? Du foie. Donc, c'est une action un peu indirecte. Vous comprenez? Je vais répéter ça. L'alpha-1 antitrypsine est une molécule qu'on pense toujours à une maladie pulmonaire. Alors, BPCO, asthme, fumeurs vont avoir problème avec cette alpha-1 antitrypsine. Ils vont voir une augmentation. OK? BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est... OK? Donc, les gens qui ont la BPCO, les gens qui ont l'asthme, les fumeurs, tous ces gens-là auront une augmentation de la alpha-antitrypsine. OK. Mais, si on a un déficit de cette alpha-antitrypsine, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que cette alpha-antitrypsine, une des actions, c'est sur l'élastase. Et donc, l'élastase, écoutez-moi, elle va empêcher l'élastase de casser les fibres d'élastine. Si je n'ai pas de alpha-antitrypsine, ça veut dire que je vais casser beaucoup d'élastine. Donc, ça va diminuer la capacité élastique. Et c'est pour ça qu'on fait l'examen du foie par rapport à la élasticité de notre foie. Vous vous rappelez de ça? On va voir ça tout à l'heure. C'est pour ça. Et donc, on aura un déficit de alpha-1 antitrypsine. Alors, ça, c'est la surprise. Ne partez pas. Nous avons un médecin, Dr. Giorgio Bedogni, qui est italien. Et lui, il a créé ce Fat Liver Index. C'est un diagnostic qui est posé par les... Ah non, pardon. C'est l'index de l'hystéatose hépatique. Mais je voudrais vous rappeler que l'hystéatose hépatique est, je vais même augmenter, le diagnostic est posé par le médecin et les spécialistes médecins. Cependant, si celui n'est pas évoqué, certains outils peuvent vous mettre dans la voie. Pourquoi je vous dis ça? Parfois, ça veut dire parfois parfait. Parfois, le patient arrive et personne ne lui a parlé de stéatose hépatique. Mais dans ma tête, je me dis, c'est bizarre. Tout ce qui me montre, c'est ta latte haute, c'est ta SAT un peu haute. Je vois l'historique du patient, je vois qu'il a le syndrome métabolique, il est passé par les médecins et rien n'a été dit. Et donc, si on a le IMC du patient, les tours de taille du patient, les triglycérides, on a tous ça. Et le gamma-GT, on peut, au travers de index, Fat Liver Index, qu'on appelle FLI, F-L-I, ce docteur Giorgio Bedogni dit que on peut, dit et affirme, et c'est scientifique, ici c'est le travail que vous pouvez regarder. The Fatty Liver Index, a simple and accurate predictor of hepatic steatosis in general population. Donc, vous faites ça, vous allez dans le site internet que je vais vous donner, en donnant tous ces éléments-là, il va déterminer, et je dis bien la probabilité
qu'un patient a de présenter une stéatose avec un taux de fiabilité supérieur à 90. Attention, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites ça, vous calculez. Peut-être c'est le moment de faire une lettre, si vous n'êtes pas médecin, en disant « Je suis Madame Elisa Marceau, j'ai naturopathe ou ce que vous voulez, je suis Madame telle ou Monsieur tel pour un surpoids. Et il me semble que Madame présente des altérations qui peut-être me faire penser à un trouble hépatique. On ne dit pas stéatose, un trouble, une altération hépatique quelconque. Je me remets à vous pour tous examens complémentaires, cordialement, Elisa Marceau. C'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que j'avais fait 1000 fois. Et quand le médecin, il voit que ça vient du naturopathe, il est scotché. Parce que je ne veux pas faire le diagnostic à sa place. Mais je vais au moins signaler. Regardez ça, médecin. D'accord? Et je vous donne quand même les scores. Les scores du FLI varient entre 1 et 100 avec des seuils de vraisemblance négatifs et positifs. Je m'explique. Si vous mettez tout ça là, automatiquement, il va vous donner une valeur entre 1 et 100. Ici, c'est l'adresse que vous allez trouver ça. Ici, c'est l'article scientifique. Open Access. Vous pouvez y aller. Vous mettez Fairy Liver Giorgio Bedogne, vous allez trouver. Donc, si on a comme conclusion de ces calculs, et là, vous allez voir comment il calcule tout ça dans cet article, ok? Le FLI inférieur à 30, la stéatose hépatique, elle exclut. Les FLI entre 30 et 60, je parle de stéatose hépatique, comme dit Nafal, sans inflammation, ok? Non concluant. Donc là, il va falloir aller plus loin déjà. Passer au médecin pour voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Il peut faire la SAT, il peut faire la LAT, il peut faire des examens beaucoup plus poussés. Et quand le FLI est 60 ou supérieur, on a une stéatose hépatique présente. Je vous dis que ça, je donne pour vous, pas que pour mes élèves qui vont avoir ça quand ils vont faire la biotransformation, mais je donne avec tout mon cœur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui donne ça. Et ici, c'est pour aussi faire une évaluation du niveau de fibrose du patient que je vous donne aussi. Donc ici, j'ai inventé ce chiffre que pour vous montrer. Et l'article scientifique qui va traiter de cette score, il est là. C'est Hepatology, les scores de fibrose NAFAL, un système non invasif qui identifie la fibrose hépatique chez les patients atteints de NAFAL. Ici, vous avez l'âge du patient, le IMC du patient, qui est des choses très faciles. Là, vous avez besoin de ASAT, ALAT, le chiffre de plaquettes, l'albumine, et vous avez cette score-là. Si vous avez un score inférieur à 1,455, là, absence de fibrose, F0, F2. Si vous avez entre ce chiffre-là, on ne peut pas vraiment déterminer. Et supérieur à 0,6, présence de fibrose. Là, c'est, je ne comprends pas comment un médecin n'a pas vu ça. Les scores est prédictif de la sévérité de la fibrose. Même les médecins peuvent utiliser ça, pas invasive, c'est que de poser des questions aux patients pour avoir déjà une notion. Mais celui-là, là, je vous dis qu'il est top. Combien de fois, je me rappelle ici d'une patiente, elle avait de l'estéatose hépatique. Parce que quand on dit
On ne peut pas affirmer qu'une personne a de l'hystéatose hépatique. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas un diagnostic médical. Vous avez bien compris. Mais on peut réfléchir. On a un cerveau pour ça. Ça, il n'y a personne qui peut nous empêcher de réfléchir. Alors, notre résumé. J'ai fait quoi avec le patient? J'avais fait un questionnaire en nutrition fonctionnelle. J'avais fait la timeline. J'ai demandé les examens complémentaires. Et demandé dans le sens, monsieur, est-ce que vous avez déjà une échographie? Attention, une écho normale n'indique pas forcément qu'il n'y a pas eu un début d'hystéatose. Expérience de cabinet avec mes patients. Le patient, il arrive, il dit, non, non, Elisa, j'ai eu un écho et tout était normal. Ting, lumière rouge. Ils me disent tout ça. Ah non, non, le mec a un syndrome métabolique, il est en surpoids, il a tout ce qu'il faut pour avoir une stéatose hépatique. Et là, je pense dans ma tête, est-ce que vous avez déjà fait une échographie pour l'hystéatose, tout ça? Il dit, ah oui, 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 et j'ai fait une échographie, tout était normal. Je répète, échographie n'est pas forcément qu'il n'y a pas un début de stéatose. IRM ne distingue pas NAFLD de NASH. On ne sait pas s'il y a une stéatose inflammatoire ou pas. On a besoin d'ALAT, on a besoin d'ASAT. Je viens de vous expliquer. La référence, c'est les fibroscans. Et comme vous êtes mes élèves du cœur, et je ne voudrais pas que vous allez recevoir un fibroscan dans votre cabinet, même si vous êtes diététicienne, si vous êtes coach sportif, et vous dites, ah non, je connais rien. Regardez. Le fibroscan, il va détecter la quantité de fibrose. C'est lui la référence. Les valeurs normales, c'est de 3 à 5, il va venir la valeur comme ça, hein, 3 à 5 kilopascal. N'essaye pas trop de comprendre. La fibrose sévère, elle est supérieure à 8 kilopascal. Attention à ce que je vais vous dire. Et la réversibilité, elle est presque impossible à partir de 10 kilopascal. Elisa, pourquoi vous nous dites tout ça? Tout ça, c'est compliqué, Elisa. Ah! La réponse, elle est là. Tac, tac, tac. Parce que, mes élèves, nous, de la nutrition fonctionnelle, on va intervenir dans les débuts de fibrose de 5 à 8 kilopascal et cette personne va devenir nouvelle, 0 km. La vitalité positive va revenir avec la nutrition fonctionnelle. Vous avez compris? Sinon, je n'aurais pas choisi ce thème. J'ai choisi ce thème. Il faut absolument vous montrer l'importance de la nutrition fonctionnelle. Je vais devenir folle si vous ne comprenez pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on demande pour aller plus loin en termes de bilan sanguin? Un bilan sanguin le plus complet possible. Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur, vous avez chez vous de 6 mois un bilan. Madame, vous m'apportez ça. Qu'est-ce qu'on peut demander, nous, diagnostic nutritionnel, que le médecin ne demande pas? Index OMA, j'ai besoin. Glycémie de 8 heures, pas de 12 heures. Glycémie et hémoglobine glyquée, j'ai besoin de 8 heures, pas de 12 heures. Ça commence la glycémie à baisser après 8 heures. Index OMA pour voir notre insuline. Bilan lipidique, triglycérides hyper important pour l'hystéatose. Et un bilan thyroïdien, là serait le top. Là serait le top. Et les transaminases ALAT, ASAT et gamma-GT. Éventuellement, on va faire, nous, dans notre cabinet, les Fat Liver Index. Si on a la sensation que ce patient peut avoir une stéatose. Et là, vous faites votre travail.
vous allez écrire au médecin et vous allez demander au médecin qu'il faut qu'il va plus loin dans sa recherche, dans sa quête d'une stéatose hépatique. Si vous êtes médecin, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Ce que vous avez besoin, c'est de connaître qu'est-ce que vous pouvez faire avec la nutrition fonctionnelle pour ne pas médicaliser votre patient et pas le laisser dans la nature aussi. Si vous avez beaucoup de patients, vous allez prendre un professionnel qui connaît la nutrition fonctionnelle et vous allez dire à votre patient, allez voir un tel. C'est ça que le médecin fait avec moi. Vous voyez l'importance de la nutrition fonctionnelle. Début de FreeBods, 5 à 8 kilopascales. Et on peut intervenir avec la nutrition fonctionnelle vraiment. La nutrition fonctionnelle, elle peut intervenir vraiment dans le processus de stéatose. Vem comigo. Vem comigo.